C'est la faute à personne, c'est la loi du marché. Il faut vendre à la Chine, produire à Colombo, programmer les machines, amortir les robots, liquider l'air liquide, contrôler Santa Fe, faire chuter l'arachide et les cours de café. Faut des têtes de gondole, faut des piles de carton, importer du pétrole, courir le marathon, anticiper la crise, cravacher, cravacher, gagner pour l'entreprise et le pain brioché. Rasez-vous, bougez-vous, soyez bref et concis, secouez-vous, battez-vous, tout le monde a ses soucis. Le matin ça klaxonne et le soir c'est bouché, c'est la faute à personne, c'est la loi du marché. Flip, 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 flip. Bonjour Francis. Bonjour. Alors quel est le programme d'aujourd'hui ? Alors on commence, c'est le chapitre 1, il va y avoir 16 chapitres, donc accrochez-vous. Le chapitre 1, il s'intitule Croissance, développement et changement social. Qu'est-ce que la croissance et le développement ? C'est un mot qu'on entend en permanence. Il faut la croissance économique. Si la croissance économique est en dessous de 3%, c'est l'horreur. Voilà. Donc, il faut savoir définir de la façon la plus rigoureuse. Alors, bien, c'est la façon la plus simple de définir, c'est l'augmentation du produit intérieur brut par tête sur une longue durée. Alors, le produit intérieur brut, c'est la façon dont on mesure les richesses dans une société, façon dont extrêmement discutable, mais on va le voir. Bien, il y a d'un côté des échanges marchands, c'est-à-dire on achète et on vend des biens et des services et on les paie. Donc il suffit de multiplier les prix par les volumes. On a donc ce qu'on appelle le PIB marchand. Et puis il y a des services qui sont rendus par les administrations, c'est-à-dire qu'on ne paie pas directement, mais qui sont financés par l'impôt. Donc on va dire combien coûtent ces services. Et on va dire, il coûte tant, et donc ça correspond à telle valeur. Et on ajoute les deux, le PIB marchand et le PIB non marchand, et on a le PIB total. Et puis ensuite, on divise par la population, et on a le produit intérieur brut par tête. Et si ce produit intérieur brut par tête, il augmente régulièrement pendant une longue durée, eh bien, on dira, voilà, c'est la croissance. Alors, il faut le distinguer de ce qu'on appelle l'expansion, qui est une augmentation à court terme, sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors évidemment, cette mesure, ça pose des problèmes statistiques considérables, puisque je te disais qu'on multiplie les prix par les volumes. Alors par exemple, si les prix doublent et les volumes ne doublent pas, la valeur double. Et alors qu'en réalité, les gens n'ont pas à leur disposition plus de biens ou de services. Alors donc, on a trouvé le système qui permet de calculer ce qu'on appelle à prix constant ou en volume, qui efface les évolutions de prix. Alors comme c'est à la radio, je peux pas vous donner plein d'exercices avec des calculs de produit intérieur brut en valeur, en volume, à prix courant, à prix constant, qui sont des techniques statistiques. Alors donc ça, c'est l'étude de l'évolution du PIB dans le temps. Et puis il y a aussi le problème de la comparaison des PIB entre pays. Parce que bon, on veut comparer par exemple le PIB par tête de la France par rapport aux États-Unis. Là aussi, il y a des problèmes statistiques considérables. Parce qu'il faut faire les conversions de monnaie. Il faut faire l'euro par rapport au dollar. Et on voit bien que l'euro et le dollar, ils n'arrêtent pas de monter et de descendre l'un par rapport à l'autre. Donc tous les jours, les PIB par tête changent. Alors là aussi, on a trouvé des techniques statistiques, ça paraît la parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire on compare le prix de paniers de mêmes produits entre deux pays. Par exemple, on prend un panier de produits en Europe, un panier de produits aux États-Unis. Si l'un vaut $1 et l'autre vaut 1 euro, on dira $1 égale 1 euro, et on fait les calculs de cette façon-là de PIB. Mais ça pose aussi des problèmes statistiques considérables parce que, évidemment, les paniers de produits sont pas les mêmes. Bon, le panier d'un produit d'un Chinois à Pékin n'est pas le même que celui d'un Américain de New York. Alors, bon, il faut vraiment mettre le nez dans les statistiques pour ensuite, ce que je disais dans l'introduction, se méfier. Voilà, donc le calcul du PIB, ça pose des problèmes statistiques, ça pose aussi des problèmes, je dirais, épistémologiques de connaissance, parce que c'est un instrument très très imparfait de mesure des richesses. D'abord, évidemment, il y a l'économie illégale, la drogue, la prostitution, qui n'est pas comptabilisée, et pour certains pays, c'est considérable. Je pense que si on calcule le PIB de la Thaïlande en enlevant le trafic de drogue, on n'a pas tout à fait une vision juste de la réalité. Et puis surtout, c'est un indicateur qui ne prend pas en compte l'ensemble
l'ensemble des richesses produites. En particulier, ça ne prend pas en cause en mesure l'autoproduction. Bon, mais ça, dans le monde moderne, c'est moins important. Mais aussi, ça prend pas en compte le don. Et on oublie qu'une grande partie de l'activité économique, c'est du don. C'est-à-dire que dans notre vie, nous rendons mutuellement des services sans payer. L'amitié, les conversations, les promenades, etc. Tout ça, c'est des services qui nous sont rendus. Et c'est pas comptabilisé, heureusement d'ailleurs. Mais donc, on pourrait avoir à la limite une société avec un PIB égal à 0 et qui fonctionnerait que par le don, et les gens seraient dans un bien-être et dans un bonheur immense. Ensuite, c'est un indicateur qui ne mesure pas le bien-être, parce qu'il ne dit rien sur la nature des biens produits. Si on produit du beurre ou des canons, dans le PIB, il ne dit rien. Je pense que, par exemple, aux États-Unis, si on enlevait les dépenses d'armement, le PIB baisserait. Et les canons, ça n'améliore pas le bien-être de la population américaine. Et puis également, une des absurdités, c'est qu'il compte positivement la production de services qui vise à réparer les dégâts de la croissance. C'est-à-dire que si tu as un accident de la route, les gens vont se retrouver à l'hôpital et on va comptabiliser ça positivement. Donc le PIB est un instrument extraordinairement imparfait de la mesure de la croissance, mais on va en discuter un peu plus loin. Qu'est-ce que le développement ? Alors c'est une notion qui complète et qui approfondit la notion de croissance. On peut dire que le développement, c'est les changements de structure qui accompagnent la croissance, des structures économiques, politiques, culturelles qui accompagnent la croissance, parce que quand les richesses augmentent, il y a tout qui se transforme au tout. Et puis on peut le considérer aussi comme l'amélioration du bien-être de la population, puisqu'on a vu avant que le PIB pouvait augmenter, donc il pouvait y avoir croissance sans amélioration du bien-être. On s'est dit il faudrait quand même une notion plus rigoureuse. Alors aujourd'hui, le terme qui est employé le plus fréquemment, c'est le terme de développement durable ou soutenable. Alors c'est une notion qui a été élaborée par les Nations Unies, la Banque mondiale, et on peut donner comme définition, c'est l'amélioration du bien-être des générations présentes avec la sauvegarde de l'environnement pour les générations futures. C'est un concept qui a été présenté dans le rapport Brundtland qui date de 1987. Voilà, donc c'est le terme qui est utilisé le plus fréquemment, et puis on va le critiquer à la fin de l'émission. Alors comment on le mesure ? On a trouvé une façon de le mesurer, alors c'est un indicateur qui est de plus en plus utilisé, qui s'appelle l'indicateur de développement humain. C'est un indicateur statistique qui a été élaboré par l'ONU, et l'ONU essaie de le diffuser de façon à remplacer un peu le produit intérieur brut. Alors c'est un indicateur statistique, alors ça fonctionne comme ça, on met d'une certaine façon une note à trois choses, à la longévité, à la santé. Voilà, donc on prend en compte l'espérance de vie à la naissance, on prend en compte l'instruction et l'accès au savoir, avec le taux d'alphabétisation et le taux de scolarisation, et puis on prend le niveau de vie en prenant le PIB par habitant. Alors on fait des calculs, qui est un peu difficile à expliquer à la radio, et on calcule un indice entre 0 et 1 qui permet donc des comparaisons. Alors c'est mieux que le PIB dans la mesure où ça prend en compte du bien-être, ce qui est la longévité et la santé, et l'instruction et l'accès au savoir. Alors aussi, on calcule d'autres indicateurs. Il y a l'indicateur sexo-spécifique de développement humain, où là on prend en compte la division entre les sexes, entre les hommes et les femmes, en essayant de voir s'il y a des inégalités. Et puis on calcule toute une batterie d'indices, l'indice de pauvreté humaine pour les pays riches, pour les pays pauvres, l'indice de participation des femmes à la vie politique. Enfin, on peut faire plein de statistiques. Et puis il y a des universités,
des économistes qui calculent des indices de bien-être des populations. Alors c'est vraiment très très intéressant parce qu'on se rend compte par exemple aux États-Unis que la croissance, le PIB par tête augmente, mais si on prend tous les indicateurs de bien-être depuis une vingtaine d'années, ils diminuent. Donc c'est que les Américains, qui sont le pays de la croissance économique, ne sont pas satisfaits. Il n'y a pas d'amélioration du bien-être de la population. Alors reste le dernier problème. Pourquoi est-ce qu'on garde le PIB? Parce que de toute façon, dans les médias, c'est l'IDH. On n'en a pas beaucoup parlé. Alors je dirais, mais parce qu'il est à la fois simple. C'est facile à comprendre. Et puis, ça correspond toujours au mythe de la croissance. Plus on augmente les richesses, plus on sera heureux. Alors, il y avait l'économiste anglais Keynes qui parlait de l'or en disant que c'était une relique barbare. Bien, je pense que le PIB par tête, c'est une relique barbare. Et il faudrait bien que l'on s'en débarrasse un jour. Mais je suis un peu pessimiste parce que depuis 40 ans que le PIB est critiqué, il continue à être quand même l'indicateur le plus utilisé dans les médias. Alors dans le programme, donc j'ai donné le titre, il y avait marqué croissance, développement et changement social. Donc il faut essayer de définir le changement social. Le changement social, c'est les transformations qui concernent durablement l'ensemble de la société, c'est-à-dire l'économique, le social, le culturel, la politique, la démographie, la géographie, l'écologie, la technique. C'est-à-dire que la croissance et le développement, ça transforme tout ça. Alors, on va en parler ultérieurement, mais la réflexion sur le changement social, ça existe depuis très longtemps, depuis les philosophes, depuis les Grecs. Mais nous avons changé de point de vue sur cette question. Dans l'Antiquité, on avait tendance à penser qu'on avait eu un âge d'or, et puis maintenant on était dans un âge de fer, c'est-à-dire que finalement la société s'était dégradée. Pour les chrétiens, c'est évident, nous étions avant au paradis et puis depuis on est dans la chute et donc nous sommes loin du paradis. Chez Montaigne à la Renaissance, alors lui il a une vision du changement social comme la vie d'un individu. Il dit l'individu il naît, il passe dans l'enfance et puis il devient la maturité, puis il passe dans le déclin. Et lui il pensait que les sociétés humaines c'était comme ça. Et il pensait que la société européenne était une société dans le déclin. Et au contraire, il pensait que l'Amérique, disait c'est bien, l'Amérique c'est une société dans l'enfance et donc l'espoir est de leur côté. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, on a tendance à penser que les sociétés progressent. Et donc, je pense que le XVIIIe, le XIXe et le XXe siècle, c'est l'idée même du progrès. C'est développé dans Condorcet, dans son livre L'esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain, qui date de 1793. Et puis tous les grands sociologues, philosophes du XIXe siècle, dans l'ensemble, sont pour le progrès, l'évolutionnisme, que ce soit Auguste Comte, on passe d'une société avec une domination religieuse à une société où les idées dominent, et puis ensuite la science, et puis Marx qui pense qu'on passe du capitalisme au socialisme au communisme. Donc jusqu'à maintenant, nous avons vécu globalement dans le mythe du progrès, et peut-être que le 21e siècle sera un siècle qui remettra en cause cette idée. Peut-être que nous allons effacer cette idée de progrès. On va commencer à se dire finalement peut-être que nous entrons dans la décadence. Est-ce que tu pourrais nous faire une brève histoire du développement? Oui, alors très très brève, ça va être vraiment un clip, un flash. Oui, d'abord globalement, si on prend depuis 2000 ans, du point de vue population, au temps de Jésus-Christ, on devait être à peu près 230 millions d'habitants sur la Terre, au XVIIe 600 millions, et aujourd'hui on est aux alentours de 6 milliards. Voilà, donc si tu vois, si on voit les chiffres, à peu près entre le Jésus et le XVIIe siècle, ça a été multiplié à peu près par 3, moins de 3, et puis du XVIIe au XXe siècle, c'était multiplié par 10. Voilà, donc tu vois l'accélération de cette évolution. Alors du point de vue de la production des richesses, évidemment, les chiffres n'ont pas grande signification, mais il y a eu une évolution gigantesque. Du point de vue de la productivité, alors là aussi les calculs doivent être difficiles à faire, mais on estime que, alors il y a des études qui ont été faites, que en l'an 1000, en dollars,
sur la base de l'année 90, on produisait 0,38 dollars par habitant en 0,55 à 1955 et en 2028. Donc la productivité, c'est-à-dire la production par individu, a considérablement augmenté. Les échanges internationaux ont été multipliés par 500 entre 1800 et 2000. Le temps de travail, globalement, a diminué. Nos ancêtres travaillaient beaucoup plus que nous. Par exemple, en France, en 1870, on travaillait en moyenne 2945 heures. Aujourd'hui, on travaille à peu près 1600 heures par an. Et puis surtout, ce qui a complètement changé, et là, on s'en rend peut-être pas compte, c'est l'espérance de vie. En l'an 1000, l'espérance de vie était de 24 ans. En 1740, de 33 ans. En 1900 de 50 et en 2000 de 77 dans le monde. Et puis nous, en France, on est au-dessus de 80. Voilà, l'espérance de vie en 1000 ans a été multipliée par 4. Donc on a, enfin, pas tout à fait par 4, mais on a tendance à dire du mal du monde moderne. Il ne faut pas quand même oublier ça. Quelles sont les grandes étapes ? On va distinguer les étapes, comme dans le livre d'histoire, il y a le néolithique, c'est vers moins 1800, moins 3500. Alors là, on invente plein de choses. Il y a des historiens qui appellent ça la révolution néolithique. On invente d'abord l'agriculture. Parce que avant, on était obligé de chasser, de pêcher, d'aller à la cueillette. Là, il y a l'agriculture. On domestique le cheval vers moins 4000. Imaginez qu'on n'ait pas domestiqué le cheval. Le cheval, il a changé complètement les rapports, en particulier militaires. La navigation, on trouve des bateaux vers moins 9000. La poterie, vers moins 8000. La poterie, ça veut dire qu'on peut garder les aliments. Le tissage, donc vers moins 6500. La métallurgie, moins 5600. L'écriture, moins 3200. Et puis, on invente la roue vers moins 3500. On voit que les progrès techniques, c'est important dès le néolithique. Et l'Antiquité ? L'Antiquité, d'abord sur le plan politique, c'est l'apparition des grands empires, la Mésopotamie, l'Égypte, la Grèce qui domine tout le bassin méditerranéen et ensuite Rome qui obtient l'hégémonie. Les grandes inventions techniques, c'est la charrue vers moins 300 et puis le moulin à eau vers moins 200. Les activités, évidemment, c'est l'agriculture, l'artisanat, le commerce. Il y a des activités de type qu'on peut qualifier de capitaliste avec des banques. Il y a même une industrie, c'est-à-dire des activités qui exigent beaucoup de main-d'œuvre, telles que les carrières, évidemment la construction des monuments, les mines, l'armement, la poterie, les verreries et le textile. Et ce sont des sociétés fondées à la fois sur le pillage, c'est-à-dire que lorsqu'un pays envahit un autre pays, il le pille. L'esclavage, bien évidemment. Et puis, c'est essentiellement la terre qui est source de richesse, bien que le commerce ne soit pas une activité négligeable. Voilà, donc pendant toute l'Antiquité, c'est ainsi que fonctionne l'activité économique. Au Moyen-Âge, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, sur le plan politique, il y a constitution de grands empires, en particulier l'empire arabe, donc de 632 jusqu'à 946, c'est le moment où son apogée, et puis l'empire ottoman qui le remplacera, qui durera d'ailleurs jusqu'en 1922. En même temps, au Moyen-Âge, il y a apparition des premières activités capitalistes vraiment très développées dans les villes marchandes. Alors il y a donc une succession de villes qui sont importantes. Il y a Bruges, Venise, Anvers, Gênes et Amsterdam. Et donc dès le 15e siècle, il y a de grands capitalistes qui vivent du commerce international, des activités bancaires. Par exemple, c'est le cas de Comte de Médicis qui a vécu de 1389 à 1464 et qui était essentiellement dans la laine, la soie et puis les activités bancaires. Et puis en France, il y a Jacques Coeur qui a vécu de 1395 à 1456 et qui avait des activités dans la laine, les armes, le métaux, les épices, le parfum et la soie. Donc il y a des activités de type capitaliste qui se développent. Sur le plan technique, il y a des innovations majeures, en particulier la boussole et le gouvernail, qui permet aux Européens de conquérir le monde, d'autant plus qu'ils inventent aussi le canon en 1313, enfin à peu près. Donc ça nous a permis de
de dominer le monde. Hein. Si on n'avait pas eu, les gens qu'on trouvait en face, ils avaient des arcs et des flèches. Et puis, évidemment, l'imprimerie avec Gutenberg, dès 1454, l'imprimerie qui a permis la diffusion de l'éducation. Et donc ensuite, historiquement on distingue les temps modernes avec les nouveaux empires, évidemment d'abord le Portugal et l'Espagne, et ensuite la Hollande, la Grande-Bretagne et la France. Au XIXe siècle, c'est la révolution industrielle. Voilà, en Angleterre, ça commence fin 18e et puis ça se répand en Europe au 19e. La révolution industrielle, c'est l'industrie qui devient l'activité économique dominante. Alors, il y a des préalables à la révolution industrielle. Il y a d'abord la révolution démographique, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le taux de natalité qui était à un niveau élevé reste à un niveau élevé. Par contre, le taux de mortalité baisse fin 18e, début 19e, parce qu'il y a l'amélioration de l'hygiène, il y a des progrès médicaux, et puis il y a eu une transformation agricole, si bien que les gens ils mangent mieux, ils meurent moins, et donc il y a une croissance démographique en Europe qui permet une augmentation de la demande, qui permet d'offrir de la main-d'œuvre au secteur industriel, et donc l'industrie se développe d'abord en Angleterre, avec en particulier ce qu'on appelle des branches motrices, c'est-à-dire des activités qui entraînent les autres, le textile, la métallurgie, ensuite les chemins de fer, et puis la chimie, l'électricité, l'automobile. Bien, c'est les images qu'on voit des grandes usines avec les grandes concentrations ouvrières au 19e. Les techniques, évidemment, se transforment considérablement avec, dès le 18e, les métiers mécaniques et puis surtout la machine à vapeur, qui va être utilisée dans toutes les branches, et puis au 19e, les hauts fourneaux, puis le chemin de fer. Du point de vue de la société, c'est des bouleversements immenses. Il y a l'exode rural, les gens partent des campagnes pour aller travailler dans les usines. L'urbanisation, les villes augmentent leur taille. Sur le plan politique, il y a la montée de la bourgeoisie, qui écarte peu à peu du pouvoir les anciennes aristocraties. En même temps, il y a la misère ouvrière, et donc la naissance des mouvements démocratiques et puis des mouvements socialistes. Et enfin, il y a la poursuite et le développement du colonialisme. Les pays européens arrivent à conquérir la planète entière. Cette révolution industrielle, elle est décalée dans le temps, c'est-à-dire que c'est les Anglais qui commencent, ensuite les Allemands, ensuite nous les Français, puis les États-Unis. Et la France se caractérise par un certain retard. Nous n'avons pas trop transformé les structures agricoles. Nous n'avons pas eu de transformation démographique, puisque la France est vraiment le pays dont la natalité baisse. On est un cas très particulier. Au début du 19e, on est le pays d'Europe le plus peuplé. À la fin du 19e, on est derrière. Et puis, évidemment, le 19e siècle, il y a le retard des pays colonisés. Les pays colonisés, on les empêche de s'industrialiser. Et c'est sans doute une des raisons du sous-développement actuel. Au XXe siècle ? Voilà, on a fini notre voyage ultra rapide dans l'histoire du développement. Bien, le XXe siècle, moi je distinguerai peut-être trois aspects fondamentaux. Il y a d'abord la naissance d'une alternative au capitalisme qui est le communisme. Le communisme, c'est l'idée que les entreprises ne doivent pas être privées, mais doivent être publiques. Donc, en URSS ou dans les pays communistes, l'ensemble des entreprises sont étatiques, enfin à peu près. Et puis le mode de régulation dans les économies capitalistes, c'est le marché. Dans les systèmes communistes, c'est la planification. Le résultat de cette tentative d'alternative au capitalisme, c'est l'échec. C'est le mur de Berlin comme symbole qui s'effondre en 89 et puis la disparition de l'URSS en 91. Deuxième peut-être chose importante, c'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire en gros de 48 à 73, ça fait pas tout à fait 30, mais la croissance économique est forte. On a 6% par an de croissance. Le chômage est faible. En France, on a, dans les années 50, on a 200 000 chômeurs. En plus, ils restent pas longtemps au chômage. Le niveau de vie augmente. On a de plus en plus de voitures, de machines à laver, de réfrigérateurs. L'État-providence se développe, c'est-à-dire, il y a la sécurité sociale, il y a le système des retraites qui se crée. Et puis, globalement, les inégalités
tendent à diminuer. Et puis depuis 73, alors certains économistes disent qu'on est dans les 30 piteuses, eh bien on va le voir. Incontestablement, il y a un ralentissement de la croissance et ça marche moins bien. Et puis troisième caractéristique sans doute du XXe siècle, eh bien c'est les difficultés du développement mondial avec des inégalités de plus en plus grandes entre les pays et en particulier aussi l'échec du développement africain avec le maintien de la misère et en même temps une croissance de la population. Nous sommes 6 milliards sur la planète, nous serons bientôt 9 milliards. Qu'est-ce qui va se passer? On se quitte avec Francis Blanche. Oui, Francis Blanche. La ville écrase la forêt pour y installer son décor, sans songer au bruit que ferait le chant de tous les oiseaux morts. On cimente le paysage, on bétonne les horizons, nous voici arrivés à l'âge de raison. Le petit sentier de l'école est une autoroute à 6 voies qui mène à la piste d'envol où les Boeing hurlent de joie. Il y a du goudron sur la plage et du gasoil sur le gazon, nous voici arrivés à l'âge de raison. On a piétiné les ballades et les refrains de nos printemps, on en a fait des marmelades pour des vieillards de 17 ans qui font sauter les pucelages avec des trognons de chansons, nous voici arrivés à l'âge de raison. Les décibels nous assassinent, les scooters nous bouffent le cœur et la télé dans les cuisines nous explique notre bonheur. Quand on veut rêver, les nuages ont la forme de champignons, nous voici arrivés à l'âge de raison. Rien à faire, petit bonhomme, mets ta tête sous l'oreiller. Grand-mère a bouffé une pomme et c'est à nous de la payer. Tiens-toi tranquille, reste sage, enfoui au creux de ta maison, et laisse passer l'âge de raison.